Une vie, une œuvre, avec une émission consacrée aujourd'hui à Gustave Flaubert. Et c'est une actualité éditoriale qui nous conduit à reparler de lui aujourd'hui, puisque vient de paraître en Pléiade le dernier tome de sa correspondance, dans laquelle on peut lire les lettres souvent désabusées d'une fin de vie où Flaubert était en mauvaise santé et devait faire face à de sérieux problèmes d'argent. C'est l'époque du travail harassant sur Bouvard et Pécuchet, dont il dit lui-même dans un de ses courriers qu'il y a une chance pour que, finalement, le résultat soit abominable, et il avoue le grand ressort semble cassé. Mais il y a aussi d'autres lettres, comme celle envoyée à Maupassant, qui l'encourage à travailler avec plus d'ardeur, ou encore à Daudet, Zola, ou les dernières lettres à son ami George Sand. Alors tous ces courriers en disent beaucoup sur l'état d'esprit de Flaubert quand il n'écrit pas de littérature, et c'est ça qui nous a donné envie de reprendre les grandes étapes de son parcours personnel et littéraire. Nous n'aurons pas ici la prétention de porter un regard vraiment analytique sur cette œuvre, très étudiée, très admirée, mais plutôt de l'éclairer en racontant la vie de celui qui l'a portée, une vie qui précisément n'était tendue que vers un seul but, la réalisation de son art. Gustave Flaubert, une apparition, c'est un documentaire de Sophie Berda et Lionel Quentin. En fait, il se lève tard, il travaille, il pique un chien dans l'après-midi, c'est-à-dire il fait une petite sieste vers 5 heures, il dîne et après il se remet au travail jusqu'à 2-3 heures du matin, et puis il s'endort avec l'aube. Et souvent les bateliers sur la scène disaient qu'ils voyaient des lumières qui étaient celles de Flaubert. Sur cette photo en noir et blanc, prise à l'Hôtel-Dieu de Rouen, tu n'apparais pas. Il y a, sur la droite et sur la gauche, une série de petits lits à baldaquin de fer, et ces lits sont occupés par des malades qui regardent l'objectif. Au centre, debout, se dressent des religieuses et des infirmières. Toi, tu n'apparais pas encore, mais tu n'es pas loin. Dans l'escalier, derrière la porte, à quoi penses-tu? Il est né ici. À Arlette-du-Bois. Il a vécu dans cet univers hospitalier une grande partie de sa vie, c'est-à-dire toute sa jeunesse jusqu'à l'âge de 25 ans. Il a joué dans ce jardin avec sa sœur Caroline, et il raconte notamment que quand il grimpait le long du mur que vous voyez là, il voyait son père en train de pratiquer des dissections d'anatomie. Ça donne un petit peu une idée de l'univers médical et hospitalier auquel Flaubert a été confronté. Et à l'arrière-plan, vous voyez une superbe église, l'église de la Madeleine, qui était autrefois la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Et c'est dans cette église que Flaubert a été baptisé. Pierre-Marc de Biasy. Gustave Flaubert est le fils d'une famille plutôt chic et célèbre. C'est un fils de famille bourgeoise normande, qui est une famille de médecins par le père et par le frère. Il a un père qui est un médecin chirurgien très connu à son époque, au niveau national, qui dirige l'Hôtel-Dieu, c'est-à-dire le grand hôpital de Rouen, et son frère aîné prendra la succession du père. Et puis la maman est une Croix-Mare, c'est-à-dire c'est une famille normande d'excellente lignée. Voilà. Donc c'est typiquement la famille bourgeoise, un peu agnostique, enfin au moins du côté du père, très bien installé, très reconnu. Ça lui sera très utile le jour où on le traînera devant les tribunaux, parce qu'il pourra se revendiquer d'une grande famille, etc., etc. Une
ne pouvait pas ignorer la présence de l'hôpital et des malades à cette époque-là. Il raconte que quand il y a une épidémie de choléra, donc il a 10 ans, il entend les râles des mourants derrière la cloison de la salle à manger. Et cet milieu hospitalier a vraiment imprégné, influencé dans son œuvre, parce qu'il fait beaucoup de références à la médecine, mais aussi dans sa personnalité, une personnalité un petit peu noire, mélancolique. D'ailleurs, je voudrais vous citer un petit passage de sa correspondance. Voilà, c'est une lettre qu'il écrit en 1857, donc l'année de la publication de Madame Bovary. Il écrit « J'ai grandi au milieu de toutes les misères humaines, dont un mur me séparait. Tout enfant, j'ai joué dans un amphithéâtre. Voilà pourquoi peut-être j'ai les allures à la fois funèbres et cyniques. Je n'aime point la vie. » Dans la famille Flaubert, c'est un rescapé, quoi. Ouais, c'est un rescapé. Il y a 3 bébés morts à sa naissance déjà. Hein. Oui. C'est en quoi l'idée de vie est dans cette famille comme dans beaucoup d'autres un petit peu miraculeuse, quoi. Quand on est vivant, on est survivant. Ouais. Le commerce de la maladie imprègne le cerveau, l'esprit de Gustave très tôt. Oui, c'est même quelque chose, je pense, qui joue un rôle fondamental sur son imaginaire. Il le dit, hein, d'ailleurs, dans la correspondance. Il raconte comment, avec sa petite sœur, tout petit, ils avaient l'habitude, ils habitaient à l'époque dans l'enceinte même de l'Hôtel-Dieu, de l'hôpital, et ils avaient l'habitude, l'après-midi, d'aller se hisser aux fenêtres pour aller regarder ce que faisait papa. Et papa était en train de disséquer des cadavres dans l'amphithéâtre, quoi. Et il explique que les mêmes mouches qui se posaient sur les cadavres venaient bombiner sur leurs joues d'enfants. La présence de la mort est quelque chose certainement de crucial dans son imaginaire, et dès le départ, ouais. Mais paradoxalement, lui, il était perçu comme un enfant original. Mais oui, puisqu'il ne pas voulu faire médecine, c'est normal. C'est son frère aîné, le gentil garçon qui a suivi la carrière paternelle. Et lui, bien sûr, il s'est très tôt intéressé à la littérature, hein, dès l'âge de 9 ans. Et il a quand même écrit ici beaucoup d'œuvres de sa jeunesse, que l'on ne publie pas, qu'il n'a pas publiées plus exactement, qui ont été publiées après sa mort. Mais ces œuvres, il y en a quelques-unes que l'on expose dans sa chambre. On va voir dans sa chambre, si vous voulez. Ce que j'en retiens, c'est son travail d'écriture tout petit. Anne Eshberg-Pierrot. Et puis son attention à la bêtise. Il y a une lettre très célèbre où on cite à son ami Chevalier, disant je te conterai, il y a une dame qui vient et qui raconte des bêtises. Enfin, je ne cite pas littéralement, mais cette idée de raconter les bêtises que les autres disent, et ça me paraît très, très important. Alors ici, on va gravir les escaliers que Flaubert montait, dit-il dans sa correspondance, en courant et en gueulant. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est le premier gueuloir en fait de Flaubert, cet escalier, puisqu'après vous savez qu'à Croisset, il aura son gueuloir, cette allée de tilleul dans laquelle il aimait lire tout haut ses écrits. Sur les contre-marches de cet escalier, vous allez voir des petites formules qui sont très drôles, elles sont de Flaubert et elles sont extraites du dictionnaire des idées reçues. Corps, si nous savions comment notre corps est fait, nous n'oserions pas faire un mouvement. Poésie est tout à fait inutile, passé de mode. Philosophie, on doit toujours en ricaner. Littérature, occupation des oisifs. Et puis, c'est là qui est pas mal aussi, érection ne se dit qu'en parlant des monuments. Alors, il y en a beaucoup encore comme ça.
Sous le ciel gris, le dôme de pierre et son clocher dominent l'entrée de la cour d'honneur. C'est le Collège royal de Rouen. Y entrer le 15 mai 1832 avec le statut de pensionnaire. Être brillant mais insolent, collectionner les accessites en vomissant ses disciplines de caserne, voilà, ça c'est toi à 12 ans. Tu vis en uniforme, il n'y a pas de pupitre, et tu écris des dizaines d'histoires sur tes genoux avec des plumes d'oie que tu tailles au couteau. En hiver, tu grelottes et tu rêves de t'enfuir. Elle a de belles églises et des habitants stupides. Je l'exècre, je la hais. J'attire sur elle toutes les imprécations du ciel parce qu'elle m'a vu naître. Philippe Dufour. Malheur aux murs qui m'ont vu abrité, aux bourgeois qui m'ont connu moutard et aux pavés où j'ai commencé à me durcir les talons. Ô Attila, quand reviendras-tu, aimable humanitaire, avec 400 000 cavaliers pour incendier cette belle France, pays des dessous de pied et des bretelles? Et commence, je te prie, par Paris d'abord et par Rouen en même temps. Oui, donc on a là l'exemple d'une belle colère d'artiste, je dirais, avec ce ton violent. Et vous voyez donc cette dissociation, au fond, entre la ville et sa population. Au fond, il retient... La beauté peut être du côté de l'architecture, mais évidemment pas du côté des êtres. Donc on retrouve là un petit peu ce déplacement du regard, toujours sensible à la beauté des choses. Et d'ailleurs, quand Emma arrive pour la première fois à Rouen, donc, elle est en diligence au sommet d'une colline. À ce moment-là, donc, le panorama de la ville s'étale devant elle. Et dans le scénario, pour intituler cet épisode, Flaubert écrit « Impression de Rouen à l'automne ». Il y a ce mot « impression » auquel il faut donner le sens que Monet donnera bientôt au mot en peinture, dans « Impression soleil levant », en choisissant le mot « impression » contre le mot « vue ». Qui était un mot traditionnel dans la peinture de paysage. Donc chez Flaubert, c'est tout à fait cela. On n'a pas une vue de la ville, mais on a ses impressions. C'est l'époque romantique, donc il lit Byron en se cachant sous ses draps, il a un poignard sous son oreiller, ils sont une bande de copains à lire les dernières pièces de Hugo, tout ce qui à lire Ivanhoe, Walter Scott, etc. Et ils sont poètes, comme on peut l'être à cette époque, c'est-à-dire de façon radicale, complète, engagée, en pensant que c'est pas seulement une affaire d'écriture, mais une affaire de vie. Il est le modèle même de l'enfant du siècle, ça c'est évident. Et c'est aussi un milieu, celui du collège, dans lequel quelques amitiés fortes se constituent, et où l'aventure littéraire, l'aventure artistique, la fronde, la rébellion et l'amitié sont des choses presque inséparables, quoi. Il est né écrivain, puisqu'au fond c'est la définition au moins qu'il va donner de lui-même, l'homme plume, c'est une formule qu'il utilise dans la correspondance, avec ce rêve donc de se confondre avec son œuvre, et qu'à la limite on ne puisse pas savoir justement qui il était biographiquement, à l'image d'Homère. Bon, on ne sait pas qui était Homère ou Shakespeare, voilà les grandes références dans le panthéon de Flaubert, ces écrivains qui sont absents en tant qu'auteur de leur œuvre, qui ne font pas de ce qu'il appelle de la littérature probante, c'est-à-dire de la littérature qui cherche à prouver, à exprimer une thèse, mais qui sont dans la littérature exposante, donc qui simplement décrivent, ce qui ne les empêche pas d'être présents autrement. C'est la fameuse formule sur être comme Dieu, présent partout, visible nulle part. Alors on a très peu de portraits de Flaubert parce qu'il n'aimait pas se faire portraiturer. Alors, on connaît une ou deux photos. Et alors dans cette vitrine, là, tout ce qu'on a souhaité présenter, c'est le Flaubert jeune, le Flaubert qui a vécu dans cette maison, parce qu'on représente toujours Flaubert comme un vieux monsieur, mais il a été jeune et beau. Alors là, vous le trouvez beau sur les rares portraits d'après ce que dit dans les portraits qu'on nous présente, c'est un Flaubert qui est âgé d'une part, qui est aussi très marqué par la maladie.
parce que Flaubert était épileptique, donc il consommait du bromure. Flaubert était syphilitique, donc il consommait du mercure. Tous ces produits avaient pour effet la chute des cheveux, la chute des dents. Vous voyez, donc toutes ces maladies lourdes qu'il a dû gérer toute sa vie n'ont pas été sans dégrader un peu son aspect physique. Hein. Eh bien là, on montre, vous voyez, des facsimilés de dessins qui nous le montrent quand il était jeune. Et nous avons là même une citation de Maxime Ducamp. Quand ils vont faire connaissance, ils ont tous les deux 20 ans, sont des jeunes hommes, là. Étudiants en droit. Oui. Et donc, voilà ce que Maxime Ducamp, dans ses souvenirs littéraires, nous dit de Flaubert. Gustave Flaubert avait alors 21 ans, il était d'une beauté héroïque. Ceux qui ne l'ont connu que dans les dernières années, alourdi, chauve, grisonnant, la paupière pesante et le teint couperosé, ne peuvent se figurer ce qu'il était au moment où nous allions nous river l'un à l'autre par une indestructible amitié. Avec sa peau blanche, légèrement rosée sur les joues, ses longs cheveux fins et flottants, sa haute stature large des épaules, sa barbe abondante et d'un blond doré, ses yeux énormes, couleur vert de mer, abrités sous les sourcils noirs, sa voix retentissante comme une sourde trompette, ses gestes excessifs et son rire éclatant, il ressemblait aux jeunes chefs gaulois qui luttèrent contre l'armée romaine. Ah oui, c'est un beau portrait. En tout cas, je trouve que c'était un très bel homme. Hein. Vous avez des portraits de lui. Je le vois dans des portraits peints ou dans des dessins. On l'a décrit comme un géant. Je crois que c'est quelqu'un d'assez... qui devait avoir une présence physique assez forte. Alors, je ne sais pas si c'est un homme qui m'aurait séduit, mais c'est sûrement quelqu'un qui était séduisant pour les femmes et pour les hommes. Alors il dit « Je suis un barbare, j'en ai l'apathie musculaire, les langueurs nerveuses, les yeux verts et la haute taille, mais j'en ai aussi l'élan, l'entêtement, l'irascibilité. Normands tant que nous sommes, nous avons quelque peu de cidre dans les veines, c'est une boisson aigre et fermentée qui fait quelquefois sauter la bonde. » Ça, c'est la plage de Trouville, par Eugène Boudin. On y voit des cabines blanches, des bateaux à voile, mais rarement des baigneurs. C'est sur cette même plage que tu aperçois en 1836 une femme de 26 ans sortir de l'eau. Elle s'appelle Élisa Schlesinger, elle est audacieuse, brune et elle est mère de famille. Toi, tu as 15 ans. Longtemps, tu subiras exprès son charme équivoque. Et tu écriras en 1856 « Chacun de nous a dans le cœur une chambre royale. Je l'ai murée, mais elle n'est pas détruite. » Ce qu'on sait du coup de foudre de Trouville, où il aperçoit sur la plage la belle future madame Schlesinger, et qui lui fait un effet bof, quoi, qui doit avoir une trentaine d'années à l'époque, et lui donc 15. Ce qu'on en sait, c'est ce qu'il nous en a raconté, surtout 1 ou 2 ans plus tard, quand il se met à en faire l'objet d'un texte. Et on peut se dire qu'une des choses qui l'a frappé, c'est le bruit. Et alors là, il faut quand même une oreille d'une finesse extrême, des gouttes d'eau tombant du corps de la jeune fille, de la jeune femme, lorsqu'elle sortait de l'eau, et que son maillot de bain, qui devait être large, à l'époque on l'imagine, était tout dégoulinant d'eau. Elle est passée à plusieurs mètres de lui et il entendait les gouttes d'eau qui tombaient sur le sable. Donc, il y a eu vraisemblablement un choc comme on en a à 15 ans, hein, c'est-à-dire une espèce d'émerveillement sexuel comme ça, sensuel, dont il a décidé de faire que ce serait sa grande passion romantique, voilà. Et puis c'est devenu alors le cœur de ses textes, Mémoire d'un fou.
comme fils de bourgeois, il n'était pas question qu'il fasse autre chose que de la médecine ou du droit. Puisqu'il était fils de médecin, en principe, il aurait dû faire médecine, mais bon, il y avait le grand frère qui l'avait fait. Donc, la famille n'a pas trop insisté. Mais si c'était pas la médecine, c'était forcément le droit. Donc, contre son avis, sa famille, après le baccalauréat, qu'il a dû passer d'ailleurs en candidat libre parce qu'il s'est fait jeter du lycée parce qu'ils avaient fait un remue-ménage avec les copains. Bon. Et puis aussi des histoires un peu plus louches d'ailleurs. Quoi comme histoire un peu plus louche? Je crois qu'il y a eu des histoires de touche d'Easy, machin. Oui, des histoires. Enfin bref. Entre garçons? Oui. On n'a jamais tout à fait su tout là-dessus, mais. Enfin bref, il a dû passer son bac, qu'il a eu très honorablement en candidat libre. Et après, malheureusement pour lui, il a eu beau essayer d'argumenter auprès de ses parents l'idée qu'il voulait faire de la littérature et rien d'autre et être écrivain. On lui a dit, c'est pas un métier, donc tu commences par faire ton droit, et puis on verra après. Quand on est fils de médecin, soit on devient médecin à son tour, soit effectivement on fait des études de droit. Et il est au fond assez piquant de voir d'ailleurs que Flaubert aurait pu se retrouver dans une carrière de juriste, obligé à dire ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, lui qui n'a jamais, qui est un sceptique par essence, qui finit par dire qu'entre le bien et le mal, bien malin qui les distingue. Donc il va à Paris faire son droit dans des conditions assez balsaciennes, dans une petite chambre, comme un fils de bonne famille de province peut le faire. La première année se passe à peu près correctement, mais la deuxième année, vraiment, il fait plus rien du tout. Le droit l'ennuie, mais dans des proportions tout à fait extrêmes. Et il doit revenir pour les vacances de Noël à Croisset en avouant à ses parents qu'il vient d'échouer à son examen de passage. Tu me demandes de longues lettres et j'en suis incapable. Le droit me tue, m'abrutit, me disloque. Quand je suis resté 3 heures le nez sur le code pendant lesquelles je n'ai rien compris, il m'est impossible d'aller au-delà. Je me suiciderais, ce qui serait bien fâcheux, car je donne de belles espérances. Alors là, il est très 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 embarrassé, parce que il a quand même vis-à-vis de son père une sorte d'admiration telle qu'il a beaucoup de mal à lui avouer ça. Sartre dit la maladie, elle lui a servi au fond de solution dans une impasse où il se trouvait. Le fait est en tout cas que en janvier 1944, à un moment où son frère vient le chercher dans une sorte de petit fiacre, de petite calèche, pour se promener là, ils étaient en train à l'époque d'acheter en fait Croisset, les parents Flaubert, une nouvelle propriété. Il fait une crise nerveuse extrêmement violente, dont il est très difficile de dire si c'est une crise épileptique ou c'est épileptiforme à coup sûr, mais probablement pas épileptique. Une crise nerveuse extrêmement violente qui le rend, qui le fait passer pour mort pendant plusieurs minutes. Son frère est là, son frère est médecin, donc son frère le saigne, c'est tout ce qu'on sait faire à l'époque, sur le bord du chemin. Et il s'en sort, mais dans des conditions qui vont le laisser pendant une année pratiquement en convalescence, avec des sensations visuelles tout à fait étranges. Il voit passer des grands feux derrière ses yeux, etc. Je crois que si vous voulez, c'est quand même une sorte de fracture, parce que du jour au lendemain, il est obligé de se penser comme quelqu'un de malade. Et du jour au lendemain, il a aussi la solution, c'est-à-dire qu'il peut imposer à ses parents le fait qu'étant différent, étant pas comme les autres, on ne peut pas lui infliger d'être comme les autres, de faire son droit, de devenir bourgeois, machin. Donc il sent bien qu'il est différent, mais en même temps, il sent que cette différence va peut-être être pour lui le moyen d'imposer sa vision du monde et sa façon d'envisager sa vie
c'est-à-dire consacrer totalement son temps à l'écriture. Il écrit, je vais peut-être donner une ou deux citations de la correspondance, il y en a une très, très connue. L'homme plume, je suis un homme plume, je sens par elle, à cause d'elle, par rapport à elle, et beaucoup plus avec elle. Et il dit ailleurs, beaucoup plus tard, loin de ma table, je suis stupide, l'encre est mon élément naturel, beau liquide d'ailleurs que ce liquide sombre et dangereux comme on s'y noie, comme il attire. Et encore, la pensée de rester toute ma vie complètement inconnue, c'est tout ce que je veux. C'est dommage qu'il me faudrait un trop grand tombeau. Je les ferais enterrer avec moi, comme un sauvage fait de son cheval. Ce sont ces pauvres pages-là, en effet, qui m'ont aidé à traverser la longue plaine. Il prend son temps. Il prend son temps et je dirais presque d'une certaine façon, il s'accoutume à cette vie de rêverie, de travail, d'écriture, qui va être la sienne pendant tout le restant de ses jours. Et avec une sorte de plaisir. Il est loin encore, si vous voulez, du moment où il aura pris conscience de son vrai destin d'écrivain. Il n'a pas encore formé sa poétique, il est dans un rapport de... Mais on le sent dans un rapport de préparation. C'est-à-dire qu'il ne sait plus non plus l'écriture romantique, vive de ses œuvres de jeunesse d'avant. Il est en train de réfléchir. Il est en train de prendre la mesure de tout ce qu'il faut pour lui apprendre avant de construire un plan, parce que ça sera vraiment un plan, un programme, un système. Mais pour le construire, il lui faudra l'écart du voyage, c'est-à-dire cette énorme parenthèse qui va s'intercaler entre 1849 et 1851, quand il va partir avec Maxime Ducamp en Orient. C'est la seule photo de toi, là-bas. Maxime Ducamp a précisé que tu marches devant l'hôtel du Nil du Caire. En plan large, un bâtiment décati, et puis devant, des arbres et toi. Toi en djellaba blanche et chèche noire, mais tu ne regardes pas l'objectif. Tu sembles ailleurs et je ne te reconnais pas. Tu as une grosse barbe sombre et dans ta longue robe blanche, tu ressembles à un fantôme ou à un sauvage. Oui, être avec lui pendant son voyage en Orient, là, voilà quelque chose oui, qui aurait valu la peine. Oui, donc, à la place de Maxime Ducamp. Voilà, à la place de Maxime Ducamp, déambuler dans les rues de telle ville avec son regard si particulier. Hein. C'était un bon compagnon de voyage, à l'évidence. Oui. Je descends avec Safia Zougaïra, très corrompu, remuant, jouissant, petite tigresse. Je macule le divan. Second coup avec Koutchouk. Son con me polluait comme avec des bourrelets de velours. Je me suis senti féroce. Il y a autour de ce voyage en Orient l'équivalent peut-être d'un millier de pages quand même écrites par Flaubert, qui sont des notes dont toute son œuvre va se nourrir. C'est-à-dire, par exemple, la danse de Salomé dans Hérodias, vous voyez, qui va écrire en 1876, c'est-à-dire beaucoup plus tard, 25 ans plus tard. Eh bien, cette danse, elle est directement inspirée par une vision extrêmement précise qu'il a eue d'une petite danseuse qui s'appelait Azizé, qui était danseuse et amoureuse. Là, c'était un peu la même chose. Hein. Mais enfin, avant de coucher ensemble, elle lui avait fait d'abord une petite danse. Et cette petite danse, elle avait une caractéristique tout à fait particulière, c'est qu'à un certain moment, Azizé était sur les mains, avec le cou, la tête et le dos dans une position telle qu'il le note dans son carnet, ça donnait l'impression terrible d'un décapitement. Et comme par hasard, au moment même où Salomé va demander la décapitation de Jean-Baptiste, sa danse se terminera par cette figure du scarabée ou du scorpion où elle a la tête et la colonne vertébrale à angle droit, avec cet effet de vision qu'il avait eu donc en Orient.
c'est l'ensemble de cet imaginaire visuel qui va rester presque à l'état présent, quoi, pendant toute sa vie, comme une sorte d'inépuisable fond d'images, de références, de fantasmes. Il en reviendra avec une conscience assez claire de ce qu'il veut faire pour toute sa vie. Il lui fallait l'écart de milliers de kilomètres, je pense, pour avoir la conscience nette de son avenir d'écrivain. Tout, ensuite, va se ramener à une sorte de renversement de l'écriture, se méfier de l'inspiration, se méfier de la facilité naturelle, pour tout remettre entre les mains du travail, de la conception, de la planification et de la scénarisation. Tu te souviens du marquis d'Andervilliers? Celui qui avait ton abcès à la bouche. Celui qui nous a demandé des boutures de cerisier. Je ne l'ai jamais vu. Non, mais tu vas le voir. Figure-toi qu'il nous invite à son bal. Il nous invite? Oui, à son grand bal. C'est vrai? C'est bien vrai? Mais oui, puisque je te le dis, c'est dans 15 jours. Oh! Charles, dis-moi, mon Charles. J'aurai une belle toilette, dis-moi. Bien sûr, bien sûr. Monsieur et Madame Bovary. Madame, Monsieur... Monsieur Frédéric Moreau. La fameuse boutade, enfin légendaire, c'est un mot rapporté par quelqu'un d'autre. Madame Bovary, c'est moi, exprime bien peut-être la place de l'autobiographie dans l'œuvre. Elle n'est pas là en tant que détail anecdotique transposé, mais plutôt, oui, comme un état d'esprit, cette mélancolie d'Emma qui correspond à la sienne. Oui, c'est là qu'est au fond le Flaubert, spectateur du monde, s'émerveillant devant les choses. Il y a plus que le Flaubert réécrivant certaines circonstances de sa vie. On est parmi les derniers. Tu t'es bien amusé? C'est le plus beau jour de ma vie. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'enlève mes bottes, mais mes genoux me rentrent dans le corps. Le plus beau jour de ma vie. Il est assez difficile de reconstituer sa vie sentimentale et amoureuse. Elle est beaucoup plus compliquée qu'on ne le croit ou qu'on ne le dit. Elle est aussi beaucoup plus violente, c'est-à-dire que il a fait alterner des passages de sa vie où par exemple, quand il arrive à Paris, pendant 1 an, pratiquement, il ne fait que ça. Je veux dire, il sort dans des proportions, comme on dit aujourd'hui, phénoménales. Et puis, brutalement, il décide d'arrêter complètement. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucune relation sexuelle, aucune relation amoureuse, etc. Donc, vous voyez que dans ce scénario, Élisa est une sorte de symbole du grand amour réussi et impossible. Il faut qu'il soit impossible, cet amour, pour qu'il soit préservé dans la chambre royale. Elle est maternelle, Élisa aussi, très maternelle. Alors c'est peut-être ça d'ailleurs qui est le plus compliqué pour Flaubert, parce que c'est aussi ce qui va le gêner dans sa relation avec Louise Collet un peu plus tard, qu'il va rencontrer en 1946 et qui sera, à vrai dire, là, une vraie passion sentimentale et physique, et entièrement réalisée, mais ultra problématique. Et ultra problématique en grande partie parce que pour Flaubert, l'amour qu'il ressent et l'amour dont il peut bénéficier de la part d'une femme reste toujours suspendu à la menace de l'assujettissement, de la privation de liberté. Alors peut-être qu'il y a un fantasme de figure maternelle derrière ça, oui, mais dans le cas de Louise, par exemple, Louise, elle avait envie d'épouser Gustave Flaubert, tout simplement. Elle avait envie de faire un bébé avec et puis de vivre avec. Et pour lui, ça, c'est véritablement l'abomination.
place pour des enfants. Il avait son œuvre. Hein. Il n'y avait pas de place pour une femme non plus. Il y avait une place pour son œuvre. C'était toute sa vie, toute son écriture a été l'art, comme il dit, avec un grand A. C'était son objet. Et alors, travaille-t-il beaucoup à Croisset et là, boulevard du Temple? Oui, moi je crois c'est un débat. J'ai eu récemment des mots avec Pierre Michon là-dessus. Lui, il dit que Flaubert foutait rien. En fait, c'était un gros paresseux. Non, on peut pas dire ça parce que il suffit de regarder les manuscrits. On a 30 000 pages de manuscrits format A4, format A3 plutôt, couverts de ratures. Rien que pour fabriquer ça, il faut beaucoup de temps. Et c'est pas des ratures pour rire, c'est des ratures qui lui prenaient vraiment du temps. On a dit que c'était l'ours de Croisset. Je pense que Flaubert vivait à Croisset parce que c'était un site magnifique à l'époque. Maintenant, ce sont les usines du port de Rouen, mais autrefois, il habitait dans un château du XVIIIe siècle, au bord de l'eau. Il y avait simplement un chemin de halage. D'ailleurs, tout le monde dit que cette maison est magnifique. Hein. Dans le Horla, Maupassant, ce qu'il décrit quand il décrit la Seine au début, c'est ce qu'il voit de la maison de Flaubert. Flaubert se baigne tous les jours dans la Seine. Les gens vont pique-niquer sur les îles, vous voyez, c'est un site magnifique. Donc il vit là-bas, mais c'est pas un reclus. Il sort souvent, il va en particulier l'hiver à Paris. C'est un bon vivant, Flaubert. Un très bon vivant. Il mange beaucoup, il boit beaucoup. Il mange beaucoup, oui, il aime tous les plaisirs de la vie. Et les femmes Et les femmes aussi, apparemment. J'ai retrouvé une invitation qu'il envoyait à ses amis pour un dîner ici à Paris. Ça date de mars 61. Et voici l'invitation. C'est lundi qu'aura lieu la solennité. Grippe ou non, tant pis, merde, voilà le programme. Je commencerai à hurler à 4 heures juste, donc venez vers 3 heures. À 7 heures, dîner oriental, on vous servira de la chair humaine, des cervelles de bourgeois et des clitoris de tigresse sautés au beurre de rhinocéros. Après le café, reprise de la gueulade punique jusqu'à crevaison des auditeurs. Ça vous va-t-il? C'est au Goncourt, mai 61, c'est pour Salammbô, évidemment. Oui, bah, toute façon, ouais, c'est une lettre qui est voisine d'une autre où il disait « Ah, je suis en train d'écrire le passage de la grillade des moutards dans Salammbô. Bientôt, on va marcher dans les entrailles, il y aura un peu d'anthropophagie. J'ai un petit passage aussi homosexuel. Baudelaire va être content. » Oui. Bon, ça c'est le côté néo-romantique, si vous voulez. C'est qu'il a gardé toujours l'esprit un peu du collège, c'est-à-dire une rupture complète avec la morale bourgeoise. Il ne faut pas oublier quand même que le 19e siècle est une des périodes les plus sombres du point de vue des libertés, notamment morales, par rapport aux choses de la vie, de l'amour. Ça rigolait pas du tout. Il y avait le code civil et le code pénal. Donc, de la provocation de ce type, en 61, c'est-à-dire en plein empire autoritaire, il en fallait pour survivre dans le milieu intellectuel. C'est vrai qu'il se révolte contre la bourgeoisie, en particulier la bourgeoisie de Rouen. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas aimé à Rouen. D'ailleurs, il signait, je crois, Flaubertus bourgeoisophobus, pour dire qu'il détestait les bourgeois, mais il vivait en bourgeois, c'était un rentier, il a vécu grâce aux rentes que lui a laissé son père, hein, et il n'a jamais envisagé de travailler. Donc c'est une personnalité un petit peu complexe. Ce n'est pas, comme Sartre le disait,
un défenseur des droits acquis de la bourgeoisie. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Son système d'écriture le portait lui-même comme système à une sorte de refus de conclure qui impliquait une sorte d'état des choses. Et cet état des choses était absolument dramatique, aussi bien pour la droite, l'extrême droite, que pour la gauche et l'extrême gauche. Son discours politique n'est pas isolable de sa poétique, c'est ça qui est compliqué. Mais sa poétique l'amène à une politique qui est à ravage pour toutes les idéologies dominantes. Il renvoie dos à dos les adeptes de la transgression, les révolutionnaires qui voudraient comme ça arrêter l'histoire et arriver tout de suite au grand soir, et les adeptes de la régression, ceux qui voudraient revenir à l'ancien régime d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire ces bourgeois qui voudraient devenir les féodaux de notre temps, quoi. En leur disant que l'histoire ne s'arrête jamais et que dans les deux cas, ils sont les ennemis à abattre. Mais alors, il était réac ? C'est effectivement une question très difficile parce que Flaubert est plutôt conservateur, mais c'est très difficile de le juger avec les catégories d'aujourd'hui. Il est conservateur, on pourrait dire que c'est un bourgeois conservateur, mais en même temps, il déteste tout ce que représente M. Prudhomme, la bourgeoisie d'affaires au XIXe siècle. Et justement, le mot les affaires, c'est quelque chose qui l'énerve. Vous voyez l'article affaires du dictionnaire des idées reçues. En même temps, c'est quelqu'un qui a une grande commisération pour l'exploitation qu'on fait de l'ouvrier au XIXe siècle et de la domesticité aussi. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, c'est un bourgeois qui considère qu'en fait, il faut donner le pouvoir à une élite éclairée. Et là, il est tout à fait dans la tradition des Lumières du XVIIIe siècle. Mais c'est quelqu'un qui a un souci social assez important. Et quand vous lisez l'éducation sentimentale, bien que Flaubert n'exprime pas directement son opinion, après juin 48, il y a une charge extrêmement sévère contre le parti de l'ordre et la réaction comme ensemble dont il parle. Il n'est pas si éloigné que ça, bizarrement, de la cour de Napoléon III. Il méprise Napoléon III, mais l'impératrice, il la trouve assez craquante. Donc, en fait, il va quand même de temps en temps aux solennités là, des Tuileries. Donc il est plutôt un artiste, un écrivain à la mode, quoi. Oui, alors ça fait partie de ses contradictions. C'est un homme de contradiction d'un bout à l'autre, ouais. Tous égards, romantique et réaliste, très impliqué dans son époque et en même temps ermite et cherchant à s'en éloigner. Très amoureux des femmes et essayant de se faire de temps en temps une vie d'ascète, quoi. C'est un auteur qui est sans vouloir justement le réduire à une formule, puisqu'il est l'homme qui refuse les conclusions, donc il n'est jamais là où on le croit. On ne peut pas dire que ce soit l'ironiste qui dénigre le romantisme, parce qu'il est aussi romantique que par certains côtés. Il refuse l'étiquette de réaliste. Donc, c'est un auteur qui ne se laisse pas enfermer dans une définition. Donc, il n'est pas rassurant pour cela. Dans les histoires de la littérature, où il n'a pas une place à signer. Je sais comment il faut faire. Ô mon Dieu, si j'écrivais le style dont j'ai l'idée, quel écrivain je serais. Il y a en moi, littérairement parlant, deux bons hommes distincts. Un qui est épris de gueulade, de lyrisme, de grands vols d'aigle, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l'idée. Un autre qui fouille et creuse le vrai tant qu'il peut, qui aime à accuser le petit fait aussi puissamment que le grand, qui voudrait vous faire sentir presque matériellement les choses qu'il reproduit. Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait lui-même par la force interne de son style. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière.
plus l'expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît, plus c'est beau. Oui, donc c'est la fameuse lettre sur le livre sur rien. Et je crois qu'on a eu tort de faire de Flaubert donc simplement un artiste épris du style. Hein. Son œuvre n'est pas sur rien, mais plutôt sur le rien, ce qui est aussi plus pathétique et en même temps plus intéressant, hein, la description d'une angoisse, hein, sur le rien et sur le presque rien. Hein. Donc le rien se vide d'une époque, et puis le presque rien, cette beauté de la nature qui surgit là par moments. L'éducation sentimentale, c'est une révélation par rapport dans la structure, la composition répétitive, le temps fragmenté, les ressassements, les échos mémoriels. Voilà. Et je ne suis pas sûre non plus que tout le monde l'ait lu de façon, enfin, l'ait aimé pour les échos historiques et politiques. Et puis cette expression du temps qui s'enlise, qui se répète. Ce temps qui s'enlise, cette expression du rien, on leur place dans l'éducation sentimentale que tu as failli nommer les fruits secs. Secs comme les révolutions qui ne donnent rien, comme les grands soirs tristes, comme ces héros douteux, noueux et gris. Pourtant, il y a cette photo des barricades de la rue Saint-Maur, après l'attaque du 26 juin 1848. Prise par la fenêtre d'un dernier étage, on y voit des grappes de manifestants s'opposer sans doute aux forces de l'ordre. Et tout semble à l'arrêt, tout semble suspendu, et tu auras vu juste. En décembre 1869, blessé par l'échec de ce long roman, tu te réfugieras à Nohant chez George Sand, admirer le bélier qui porte le même nom que toi, rire follement d'un spectacle de marionnettes et te déguiser en femme pour danser une dernière fois. Pourquoi cet homme si bon, si aimable, si gai, si simple, si sympathique veut-il nous décourager de vivre ? Écrira George Sand. Si on parle de ces années 1870, ce sont des années assez noires politiquement, hein, et pour la vie de Flaubert. Politiquement parce que y a la guerre, la défaite, l'occupation par les Prussiens d'une partie de la France et en particulier de Rouen et de Croisset. Flaubert doit quitter Croisset et il enterre même ses manuscrits, hein, pour les préserver. Donc on a vraiment là cette image à la fois, je trouve, double, à la fois de l'homme d'art extrêmement raffiné puis du sauvage qui préserve son trésor. Bon, la guerre, la commune, et puis après, la mise en place d'un régime qui peu à peu affermit la République, mais une République qui est une République d'ordre moral. On érige le Sacré-Cœur en expiation à la commune, et donc c'est un moment assez lourd. Dans les 10 dernières années de sa vie, il y a vraiment une extraordinaire mélancolie, hein, à partir de l'échec de l'éducation sentimentale en 1869, de l'effondrement du Second Empire, curieusement aussi, l'année suivante. Flaubert a l'impression, au fond, d'être jeté dans un monde auquel il n'appartient plus véritablement. Une société a changé. Écrivain, il n'est plus reconnu, son petit monde aussi se défait, hein, il se ruine pour sa nièce, et il voit le moment donc, où il ne va plus pouvoir mener son existence de rentier qui lui donnait sa liberté d'écrivain. Donc il y a ce moment de désespérance, hein, qui passe très fortement dans la correspondance, et la lecture des 10 dernières années est assez déprimante quand on lit les lettres dans leur continuité.
les choses vont pas très bien et ses amis disparaissent, le succès s'éloigne et au même moment il lui arrive une catastrophe absolument abominable pour lui, c'est que sa nièce qui était mariée à un crétin qui faisait dans l'industrie mais qui était vraiment pas très bon dans le domaine, sa nièce est acculée à la faillite et la petite Caroline, donc, la fille de sa sœur. Or, comme il ne veut pas voir sa nièce réduite à la mendicité, il lui offre de lui donner tout ce qu'il a, quoi, pour essayer de combler le déficit qui est considérable. Hein. C'est un déficit qu'on évaluerait aujourd'hui à plusieurs millions d'euros, quoi. Et la fin de sa vie, au fond, va être quand même très, comment dire, très douloureuse par le fait qu'il perd ce qui avait fait de la tranquillité de sa vie, la possibilité d'écrire sans souci du lendemain. Ça, c'est terminé. Donc, il est obligé de vendre les propriétés terriennes qu'il avait pour donner cet argent à sa nièce et il ne dispose plus de ses revenus pour vivre. Il y a même un moment où pratiquement il est au bord du suicide, hein, en 1975, au moment où il y a eu cette histoire. Il n'est pas loin de se suicider, mais ça lui fait peur quand même, le suicide. C'est un peu comme la drogue, il dit ouais, ce serait bien d'en finir, quoi. Mais peut-être ça va faire mal. Là, il ne le fait pas. Quand il commence à écrire Bouvard et Pécuchet, et je suis assez fascinée par ces lettres prémonitoires. Il écrit je vais entrer, enfin je cite pas je cite de mémoire, je vais entrer dans un long voyage dont je pense que je ne reviendrai pas. Et puis, le 1er août 1874, on le sait, grâce à la correspondance, il prend la plume et il écrit la première phrase de Bouvard et Pécuchet. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait complètement désert. Ça, c'est une phrase magique. Elle est magique parce qu'il y a en fait un condensé du roman dans cette première phrase. Comme parodique, la causalité parodique. Une chaleur de 33 degrés, c'est la parodie de la science. Dites 33, on disait le médecin autrefois. 33 degrés, c'est une précision parodique. C'est en même temps l'âge de la mort du Christ. On en fait ce qu'on veut, mais il y a un chiffre magique. Et puis cette résonance du boulevard Bourdon qui se trouvait désert avec le bourdon, la mélancolie de Bouvard et Pécuchet qui se trouve thématisée, le vide. Donc il y a presque tout dans la dualité de Bouvard et Pécuchet, la causalité parodique de la science, le thème de la science. Voilà. Vous pouvez nous la redire une seconde fois, cette phrase ? Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait complètement désert. D'une certaine façon, le projet de son dernier grand roman, Bouvard et Pécuchet, qui devait être accompagné d'un deuxième volume qui, selon les termes même de Flaubert, devait rendre le lecteur fou, c'est un projet terroriste, littéralement. Ouais. Il est convaincu d'une chose, si vous voulez, c'est que la bêtise est le diable. Il n'y a pas d'autre ennemi, quoi. La bêtise, dit-il, est universelle. Et alors, la bêtise, évidemment, elle risque d'avoir, selon lui, rapport avec le fait même d'être humain. Tu es mort d'une attaque le 8 mai 1880, un samedi matin. Il était chic alors de procéder à des masques mortuaires, et ta nièce Caroline passera commande chez Félix Bonnet, tandis que Maupassant rapportera dans le journal Gil Blas comme tes cils sont restés pris dans le plâtre. Il pensera aussi à télégraphier l'information à Paris avec ces deux seuls mots, Flaubert mort. Zola écrira alors: la mort de Gustave Flaubert a été pour nous tous un coup de foudre.
Moi, j'ai assez envie de le retrouver dans son espace, c'est-à-dire sous le grand arbre tulipier de Croisset. Vous voyez, que ce soit plutôt le printemps, fin du printemps, le petit début d'été. Et puis on parlerait de religion. On reparlerait, il me raconterait ce qu'il pense du dernier bouquin de Renan. À la fois il lisait, vous savez, ces textes de l'actualité intellectuelle avec beaucoup de sérieux, et puis toujours avec beaucoup d'ironie. Par exemple, quand il lit le dernier bouquin de Renan sur l'histoire de Jésus, il note, alors dans la description de Renan, il y avait écrit alors Jésus se promène entre les orangers et les citronniers. Flaubert prend son crayon et dit « Arrivée des citronniers, des orangers en Judée, 14e siècle ». C'est ça que j'aurais envie de retrouver dans la conversation, c'est ce côté absolument impitoyable et puis en même temps comique, parce que ça devait être vraiment, vraiment drôle de discuter avec Flaubert, quoi, vraiment. Puis ensuite, vous iriez vous baigner dans la Seine ? Ah oui, mais alors je pense qu'il était plus courageux que moi, parce que lui, c'était tous les jours qu'il allait se jeter dans la Seine. Alors bon, peut-être si c'est la fin du printemps, le début de l'été, là je l'accompagne. Ouais. C'était Gustave Flaubert, une apparition. Avec Anne Echberg-Pierrot, Pierre-Marc de Biasy, Arlette Dubois et Philippe Dufour. Un grand merci à Pierre Dumayet et à Éric Le Calvet. Équipe de réalisation Valérie Lavallard, Étienne Leroy et Lionel Quentin. Un documentaire de Sophie Berda. Voilà, Gustave Flaubert aujourd'hui dans Une vie, une œuvre. La semaine prochaine, nous entamons un cycle de 3 émissions sur des auteurs qui ont écrit pour les enfants, qui se sont intéressés pas seulement, mais aussi à la littérature enfantine. Il y aura Charles Perrault, Carlo Collodi, le père de Pinocchio. Et puis la semaine prochaine, nous commencerons avec Lewis Carroll. En attendant, bonne matinée à l'écoute de France Culture.